S'il y a peut-être pas encore tout le monde qui est arrivé, c'est pas... Ah voilà, on va attendre 2 minutes que Madame s'installe et puis on va pouvoir commencer à parler. Est-ce que vous m'entendez bien au fond? Ça va? Non. Oui. Non? Vous m'entendez pas bien? Faut que je me rapproche. D'accord, voilà. Merci. Alors, ce soir, j'ai l'immense plaisir de recevoir, au nom de l'Alliance française de Venise, une romancière particulière, je dirais, Yolène Destremaux. Pourquoi particulière? Eh bien, parce qu'elle partage déjà sa vie entre Paris et l'Italie, mais surtout particulière par son rapport aux mots. Donc, vous êtes née à Paris, Yolène. Et votre première vocation, c'est l'art. Oui, j'ai commencé par exercer le métier de peintre pendant une dizaine d'années, une douzaine d'années. J'ai fait de la sculpture, de la gravure, mais j'ai toujours eu la passion des livres. Et j'ai publié mon premier roman vers la trentaine. Et j'ai laissé tomber tout l'art, tous les arts plastiques pour me consacrer à l'écriture. Je pense qu'avant, j'étais un petit peu dans le chemin de l'écriture avec mes dessins, avec mes gravures. Et puis, une fois que j'ai trouvé vraiment et que mon premier livre a été publié, il n'y a pas eu de difficulté à choisir. Ah, bien sûr. Donc, vous avez fait des expositions aussi, vous avez pas mal eu d'activités artistiques, mais il y avait cet amour pour les mots, hein, et on le sent, cet amour pour les mots, pour l'écriture, dans ce que vous publiez, dans ce livre-là en particulier. Donc, votre premier roman, vous l'avez publié, donc vous aviez 30 ans, c'était en 94, c'est ça? Je me trompe peut-être. C'était un peu avant. Un peu avant, oui, d'accord. Et vous dites dans une interview, ce sont des histoires qui me sont tombées dessus, comme des évidences. Raconter l'histoire d'un tableau. C'était ça qui était évident pour vous, de raconter cette histoire de tableau. Est-ce que c'est une méthode d'écriture? De raconter, je me souviens pas du tout d'avoir dit ça. Non, on me pose souvent la question d'où viennent les idées, oui. Comment est-ce qu'on choisit quel thème. Et en fait, moi j'ai un peu toujours la même réponse, c'est que c'est les idées qui vous choisissent. C'est-à-dire que on peut être touché par une scène ou par une rencontre ou par un livre qu'on a lu ou par un fait de société, et on y pense et puis on le met de côté et puis on sait qu'il va falloir faire un livre à la fréquence à laquelle ce sujet vient vous visiter. Et il y a un jour où on ne peut plus résister. Ouais. Et donc cette histoire, c'est aussi ce qui a déclenché ce livre, c'est justement cette impossibilité de résister. Est-ce que c'est un fait divers qui a été à l'origine? C'est quelque chose qui s'est passé dans ma famille il y a très longtemps. Et j'ai beaucoup hésité, ça fait 28 ans maintenant que je pense à ce livre que je devrais faire. J'ai l'impression d'une sorte de devoir vis-à-vis de moi-même. Et j'ai beaucoup hésité parce que c'est un sujet délicat, donc c'est la violence conjugale. Je voulais... j'ai commencé à faire des recherches, j'ai rencontré des gens, j'ai fait un peu de bénévolat dans une association pour les femmes battues, et puis j'ai laissé tomber pour écrire d'autres livres, et puis j'ai repris le sujet, j'ai relaissé tomber. Et puis il y a un moment, il y a 3-4 ans, où je me suis dit, bon, maintenant je peux plus reculer, il faut que je me lance. Mais ça a été un très très long processus d'accouchement, et puis j'avais commencé à écrire le livre à la 3e personne du singulier et je trouvais que j'étais pas assez impliquée dans l'histoire. Ce n'est pas mon histoire, mais j'avais besoin de plus d'engagement, et le jour où j'ai décidé d'essayer d'écrire à la première personne, ça a été une libération formidable. C'est-à-dire que paradoxalement, alors que je parle d'une femme qui est complètement enfermée dans une relation toxique, le fait de me mettre totalement à sa place m'a beaucoup facilité les choses. Et c'est un processus que j'avais déjà adopté dans un livre précédent où je parle d'un enfant autiste. Je me suis beaucoup intéressée à l'autisme et j'écris l'histoire de cet enfant que je connais, qui est maintenant un homme. Et
Et finalement, je l'ai écrit à la première personne du singulier. Et ça a été une aventure extraordinaire parce que ça permet de rentrer vraiment dans le cerveau de ce qu'on... C'est une fiction, mais ça permet de rentrer dans le cerveau de la personne dont on parle. Effectivement, votre sphère intime permet de toucher justement l'intime de beaucoup de femmes qui lisent ce livre, La Malentendue. Elles peuvent se reconnaître dans des détails, dans des attitudes, bien sûr pas forcément dans les scènes de violence, mais il y a peut-être des détails, des petites phrases qui peuvent faire écho, parce qu'on touche l'intime effectivement de cela. Je parle des attitudes d'un amour inconditionnel aussi, face à un mécanisme de destruction qui existe dans le livre, dans La Malentendue, à tous les niveaux. Hein. Donc c'est quelque chose c'est un peu le journal d'un doute, hein, ce livre. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout de suite dans quelque chose qui est descriptif simplement. On est peut-être aussi dans le désir d'aller dans la compréhension du comportement de l'être aimé. Et ça joue énormément sur les caractéristiques féminines du pardon, par exemple. Oui, de l'acceptation, Oui, j'ai voulu essayer de comprendre les mécanismes de la violence, comment est-ce qu'elle s'infiltre dans un couple, enfin, dans un cerveau. Et donc, je commence par les violences psychologiques, qui sont des petites phrases que je décris, qui sont des phrases qui peuvent paraître un peu anodines, mais qui, mises bout à bout, sont vraiment dures à entendre. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et c'est comme ça que j'essaye d'amener le lecteur à voir comment l'emprise se développe et comment arrive la violence physique. Bien sûr, le titre joue sur un mot qui revient souvent, le malentendu. Hein. Mais ici, c'est devenu au féminin, donc ça met l'accent sur l'héroïne, en fait, du livre. Hein. C'est un peu ça. Alors, je l'ai appelée La Malentendue parce que c'est une femme qui n'est pas entendue par les gens proches d'elle ou qui ne comprend pas qu'on entend, et surtout elle ne s'entend pas elle-même. Oui. Et elle résiste et elle continue cette histoire avec cet homme qui ne lui veut que du mal, parce qu'elle est dans le déni, et elle est dans un déni qui est tellement puissant que à chaque fois qu'elle se dit ça va être la fin, elle retourne vers lui. C'est surtout ça qui est important dans cette histoire. C'est le détail de ça. Il y a des phrases qui sont quand même assez parlantes. Et dans ce sens, celle qui ne s'entend pas, donc c'est bien elle, effectivement. Et c'est le reflet aussi d'une pensée de la société. Hein, dans ce sens-là, on peut simplement rappeler que le mot féminicide, il figure pour la première fois dans l'édition du Larousse en 2021, c'est quand même très récent, et ça ne cesse de susciter des débats dans tous les domaines. Mais il a au moins pour mérite de rendre visible un phénomène de société qui existe. Il y a quelques années, en 2018, des journalistes du Monde avaient fait une enquête sur cette année-là, sur les 120 féminicides qui étaient commis, justement pour en disséquer les mécanismes. Hein. Et donc c'était très intéressant de voir comment ils avaient réparti ce mécanisme qui était l'emprise, puis la rupture, et puis le crime, et puis aussi les tueurs, et puis les failles, les enfants, les proches. Est-ce que c'est encore le crime passionnel, puisque ce terme de crime passionnel, justement, elle est avocate, notre héroïne, il a justement été dépassé, puisqu'il ne s'agit maintenant plus d'un crime passionnel, donc qui va générer une peine moindre, mais un crime tout court. Hein, donc ça change au niveau légal beaucoup de choses, hein, ce passage-là. Donc je cite une enquête qui est dans le Monde. En 2022, on peut dire qu'il y a eu 124 mais féminicides en France encore, donc c'est toujours plus. Et pas seulement en France, hein, on sait que dans les différents pays européens, il y en a un certain nombre. On parlait tout à l'heure, avant cette rencontre, de l'Espagne. Peut-être qu'on pourra en parler. J'ai lu un article qui m'a beaucoup frappée, c'est que l'Espagne était le pays où il y avait le plus de féminicides en Europe.
Je ne sais pas vraiment les raisons, mais enfin bon, on peut imaginer le machisme. Et en fait, il y a un budget absolument gigantesque, je ne sais plus quels sont les chiffres, qui a été consacré à l'éducation. L'éducation des services sociaux, l'éducation des services médicaux, l'éducation des instituteurs, des professeurs, pour apprendre à toutes ces personnes à détecter un enfant qui est maltraité ou dans la famille ou dans sa famille, il y a des cas de maltraitance et de violence conjugale, les médecins qui soient plus attentifs, les services sociaux, la police, très très importante, la police qui accepte de prendre des plaintes. Et l'Espagne a fait des progrès, mais absolument mais incroyables dans ce domaine. Donc c'est beaucoup une question d'argent, puisque l'éducation à la base, je pense, fait défaut. Parce que vous-même me disiez que vous trouviez que en Italie, il y avait quand même un manque de respect de la femme et ça peut se redresser peut-être par des systèmes d'éducation, des services sociaux. Oui, ouais. Absolument. Alors pour revenir à... Comment ? Pour revenir à notre livre, il y a une description des gradations du mécanisme de l'emprise qui sont développées, mais de manière très légère. Hein, c'est quelque chose qui... Et petit à petit, il y a une accentuation progressive qui va nous captiver complètement jusqu'à rentrer dans un jeu qui va finir mal. Hein. On a l'idée un petit peu de... Moi, j'ai pensé à une espèce de mouche qui se cogne un peu aux parois des vitres, aux parois des murs, et petit à petit, qui va finir par en mourir. Alors, par exemple, j'ai relevé une phrase, et d'ailleurs au début du livre, la page 12 exactement, j'ai eu l'impression de commencer par la fin du livre, où l'héroïne parle. Je ne dis pas dans quel contexte, parce que je vous incite à le lire vous-même. Elle dit « À tout prendre, je préfère encore être une alcoolique qui s'est blessée en tombant chez elle qu'une femme battue. » Alors, je rappelle que cette héroïne, elle est avocate, une brillante avocate d'ailleurs. Et dans cette phrase-là, en fait, on va comprendre que ça sera celui-là, son combat. Comment accepter l'inacceptable ? Ça ne va pas simplement se libérer, mais c'est aussi, dans un premier temps, cet inacceptable qu'elle va accepter. Et elle va essayer de lutter là-dessus. Oui, alors c'est quelqu'un, Cécilia, parce qu'elle s'appelle comme ça, qui n'est pas du tout, qui a eu une enfance extrêmement heureuse, qui est une femme brillante, qui n'est pas du tout préparée à ce type de violence. Elle est avocate, donc elle pense qu'elle va pouvoir se coltiner avec la violence de la société, mais cette violence-là, dans un cercle intime, elle n'arrive à rien détecter. Et je pense que finalement, ce passé, cette enfance, des parents magnifiques, des études brillantes, quelque part la desservent, puisqu'elle n'arrive pas à... Elle a cette image très très belle et très positive du mariage à laquelle elle veut absolument coller. Et finalement, ce sont les mêmes choses qui la desservent au début et qui la sauvent à la fin. Alors, on ne va pas parler de la fin, non. Mais c'est vrai qu'il y a un renversement. J'ai voulu aussi placer le livre dans un milieu bourgeois, parce qu'on a cette espèce d'idée que les violences conjugales sont souvent dans des milieux défavorisés, où il y a un passé de violence, etc. Et je pense que ça arrive dans toutes les strates de la société. Je pense que les milieux bourgeois ont plus de mal à en parler parce qu'ils sont plus soucieux de leur image et du contexte. Absolument. Et puis, il y a aussi ce mécanisme de l'emprise qui est progressif, on l'a un petit peu dit tout à l'heure, hein, vous l'avez dit. En fait, les attaques vont être très progressives et elles vont commencer de manière imperceptible, avec des petites phrases, des petits mots. Et ces petits mots, ils vont activer le levier que toutes les femmes ont, c'est celui de la culpabilité et du sentiment de culpabilité. Il est très profondément ancré dans la plupart des femmes, donc c'est là-dessus que le mari va jouer. Hein. Par exemple, il dit, page 19, « Si je m'écoutais, je me consacrerais à la philo. » Et il ajoutait, « Mais je n'aurais pas pu t'épouser car un homme responsable doit payer son loyer et subvenir aux besoins de sa famille. »
Donc, on commence comme ça, en douceur, au début du livre. Et puis, ensuite, eh bien, page 20, page 21, il y a le changement de comportement. Changement de comportement qui va créer une déstabilisation complète, qui va introduire la coupure avec les amis. Et en face, il y a toujours la timidité de cette femme amoureuse. Elle est très timide, elle n'a pas confiance en elle, elle est toujours admiratrice. Est-elle ingénue? Ingénue, peut-être, oui, elle est assez candide, elle réussit très très bien dans son métier. Et j'ai l'impression que plus elle réussit dans son métier, et en fait, elle est complètement double, puisqu'elle rentre chez elle et elle devient vraiment une victime, alors que son métier, c'est de défendre les victimes. Et les victimes se sentent toujours coupables. C'est incroyable, c'est aussi un mécanisme. Une victime de viol se sent coupable, une victime de maltraitance se sent coupable. C'est quelque chose qui est très profondément ancré, donc on passe... Ouais. Et en fait, elle est complètement, on dit que l'amour est aveugle, mais elle est complètement aveuglée. Elle dit j'admirais la lucidité d'Abel, donc son mari, son bon sens, son discernement, il ne se trompait jamais. Et ensuite, elle continue en disant « Et c'est ainsi que le vide a commencé à se faire autour de nous. Mais je ne le sentais pas, nous nous suffisions à nous-mêmes, comme beaucoup de jeunes couples amoureux. » Effectivement, quand on regarde juste de ce côté-là, ça pourrait sembler normal. Et puis, petit à petit, eh bien, on arrive à des reproches. On passe d'une petite phrase qui pourrait activer une culpabilité à un reproche ouvert, lorsqu'elle est heureuse, d'annoncer à ses parents qu'elle est enceinte. Et que Abel lui dit simplement « Tu aurais pu garder cela pour toi, pour nous, quelque temps, non. » Donc c'est terrible, cette phrase qui tombe comme un couperet, comme une conduite d'erreur. Oui, parce qu'il a commencé en fait son entreprise de destruction, et qui est d'abord de l'éloigner des gens qui lui sont le plus proches, c'est-à-dire ses parents. Enfin, il y a eu les amis d'abord, ensuite les parents, pour qu'elle soit complètement, elle lui soit complètement dédiée. Oui. Et puis ensuite, eh bien, ce reproche, il va s'ouvrir à la famille. Lorsque justement il amorce quelque chose contre la famille en disant que lui-même est rejeté par cette famille qui apparemment pas du tout lui a ouvert les bras lorsqu'ils se sont rencontrés. Et donc jusqu'à cette dispute sur les prénoms, puisqu'elle a la malencontreuse idée de vouloir donner à son futur enfant le prénom de sa mère. Et donc ça, c'est quelque chose qui est terrible, et que la dispute devient tellement lourde, grande. Elle sent que quelque chose ne va pas. Elle réagit à ce moment-là encore, mais il s'excuse. Et là, on amorce vraiment le rythme que l'on va retrouver dans tout le livre, entre ce début de ce malentendu, c'est comme ça qu'il va l'appeler, c'est cette valse entre Abel qui lui fait mal, et tout se passe crescendo. Il va demander pardon, et la femme, bien sûr, est habituée à pardonner. Donc, elle va recommencer ensuite, il va recommencer ensuite. Ici, est-ce que c'est lui qui déclenche la fausse couche dans l'histoire? Ah, je ne sais pas, j'avais pas pensé à ça. Sa réaction? Ouais. Je sais pas. Non. On arrive quand même à la peur. La peur qui quand même devient de plus en plus importante. Et elle est décrite, je vais la lire à page 36. Là, à cet instant précis, j'ai eu peur de lui pour la première fois. Ces mots, cette colère, ce visage déformé, cet inconnu qui me dominait de toute sa hauteur, qui semblait prêt à me frapper. Comme un éclair, la certitude m'a traversée, fulgurante. Ce n'était pas normal. Et puis la certitude a disparu. Je me suis recroquevillée encore davantage sur le canapé. Rien ne se passait comme prévu. J'aurais voulu disparaître, m'évanouir. Donc cette partie-là, elle est assez terrible. On parle de la faculté de vouloir disparaître, mais aussi de la faculté d'aveuglement, où il y a une petite idée, oui, mais... ensuite, elle dira plus tard, pour ne pas déclencher l'incontrôlable, je lui donnais toujours raison.
Donc là, on est vraiment dans le mécanisme qui a vraiment été enclenché, je dirais, absolument. C'est quelque chose qui va être répétitif ensuite, hein, puisqu'elle va de nouveau, on ne va pas raconter toute l'histoire, il faut la lire, mais elle va avoir des enfants, effectivement. Elle veut satisfaire toujours cet homme, elle l'aime toujours, malgré tout. En fait, la colère de cet homme, de Abel, eh bien, elle revient. Elle casse, elle humilie toujours plus. Et à la suite de cela, elle se retrouve, elle, dans une situation de totale hébétude, d'amnésie. Et donc, on comprend à partir de ce moment-là que ça sera sans fin, ce mécanisme de violence, qui va se répéter. Et au niveau psychologique, la chose très intéressante, c'est qu'elle va finir par voir sa famille, voir ses proches, voir les personnes qu'elle aime, par les yeux de son propre bourreau. C'est-à-dire sans ne plus avoir aucun liberté de penser. Hein, aucun discernement. Ouais. Et quand ces personnes qui lui sont proches lui suggèrent l'idée que peut-être qu'elle n'est pas si heureuse qu'elle veut bien, qu'elle le dit, etc., elle leur en veut. Parce qu'ils ont touché du doigt la vérité et elle leur en veut et du coup elle rompt avec eux. Elle rompt avec eux, exactement. Et puis il y a cette fameuse gifle qui arrive et qui la touche au plus profond d'elle-même. Hein. C'est la première gifle assez importante qui est donnée ici. Elle n'entend plus. Elle dit elle-même « Une petite voix me soufflait qu'une telle violence de la part d'Abel était inacceptable, mais j'étais sourde. » Donc, comme je vous le disais, c'est un peu cette attitude de ne pas réussir à nommer ce mal, cette emprise qui lui détruit complètement au niveau psychologique le cerveau, qui l'anesthésie, qui donne une amnésie. C'est fantastique ce pouvoir du cerveau quand même, quand on y pense, cette forme de résistance qui bloque, quel mécanisme. En fait, ça devient son rythme de vie. Hein. Oui, complètement. Elle s'habitue en fait. Elle s'habitue à ça. Elle est rentrée dans un. Enfin, ça reste quand même quelque chose de très mystérieux. Là, je le décris, mais j'ai parlé avec des psychiatres, etc. Ça reste quelque chose de très mystérieux qu'on peut pas vraiment comprendre. Oui, elle dit « Le rythme est donc devenu celui-là, des scènes de violence courtes et imprévisibles, suivies de longues plages de paix. Cette colère tapie, enroulée sur elle-même, charriant amertume et ressentiment, ce que j'avais pris pour un mystère chevaleresque. Abel, l'homme de ma vie. » Si. Alors, non, vas-y. Adesso leggiamo un po' l'italiano. Gaïa est mon éditrice italienne, puisque le livre est donc paru à Paris, enfin en France, en français, et en Italie il y a 3-4 mois, dans une petite maison d'édition qui est à Pise, qui est une merveille absolue, cette maison d'édition. Et Gaïa va vous lire quelques pages en italien, parce que je pense que tout le monde comprend l'italien. C'était juste pour entendre un peu la musicalité de l'italien. Il divano di velluto viola, il cavallo di bronzo, il pastello delle bambine in abiti 1900, scovato al mercatino delle pulci, la fotografia del nostro matrimonio, tutti e due raggianti, quella del giuramento, libri ovunque ben ordinati in ordine alfabetico e non per edizione, un'ossessione di Abel. In ogni oggetto, in ogni libro, traspariva quella felicità che costruivamo insieme sin dal giorno del nostro incontro. Tuttavia, anche se lo scenario era immutato, qualcosa era cambiato. Mi guardavo intorno e l'appartamento sembrava appartenere al passato, a un altro capitolo della nostra vita, come se non lo riconoscessi. Non sapevo cosa pensare di quegli ultimi 2 giorni, in cui scene e parole sgradevoli si erano susseguite, i bicchieri spaccati, lo schiaffo, ci eravamo spostati verso qualcos'altro. Non eravamo più gli innamorati dell'inizio, per i quali è impossibile non stare sempre insieme, mano nella mano. Come sempre, c'era una parte di verità in quello che diceva Abel. Luc e Héloïse potevano sembrare irritanti, ma io li adoravo comunque. Boris non ce la farà mai, e allora?
E sicuramente avevo esagerato nel criticare i genitori di Abel, ma non mi aveva forse spinto lui a farlo. E lo schiaffo, seguito dai singhiozzi. Avrei dovuto ribattere, non lasciar correre. Forse la paternità davvero lo angosciava. Ho aperto il mio computer e ho cercato su internet le angosce di un futuro padre, innumerevoli. Paura di non sapere essere padre, paura di non avere più un posto vicino alla compagna, paura di questo e di quello e poi ancora e ancora. Una lista infinita. Poi, miracolo della natura, come un richiamo all'ordine della vita, il bambino si è mosso. Nel profondo di me un palpitare, un fremito di una delicatezza infinita che sembrava sussurrare «Sono qui, non dimenticarti di me». Era la prima volta, più lieve di un battito di ciglia. Ho alzato lo sguardo e ho realizzato che l'appartamento era tornato quello di sempre, quello che conoscevo, il nostro nido, pieno di oggetti e di libri amati, poetici e pieni di fascino. Un riflesso molto reale della nostra coppia et del nostro amore. En fait, chez la femme qui vit ce genre de situation, de brutal changement du conjoint ou du compagnon, on peut rappeler d'ailleurs au passage que le mot compagnon, c'est un mot du XIe siècle, du latin populaire compagnonem, c'est-à-dire celui qui partage le pain avec l'autre. L'idée de partager la vie, c'est aussi une idée d'être égal à égal qui se trouve induite dans ce sens. Or, ce n'est pas tout à fait le cas. Ils ne sont pas égaux. Dans ce livre, on comprend qu'ils ne sont pas égaux malgré leur amour. Oui, alors on sent assez vite, lui ne réussit pas très bien professionnellement. Il a des doutes sur son travail. Elle, par contre, devient une avocate de plus en plus célèbre. Mais il la domine dès qu'elle rentre à la maison. Et elle change complètement de caractère et se soumet à tous ses désirs. Et donc, il y a toujours cette incompréhension de cette femme, qui est décrite de manière très délicate, je dirais, dans son humanité, dans sa féminité. Comment la personne qu'elle aime, elle, et qui dit l'aimer, peut-elle lui valoir ce mal-là, tout ce mal-là, c'est impossible à admettre. Pour elle, mais aussi pour la société, qui est traduite ici par le biais de personnes dont la fonction serait d'aider, mais qui refusent d'entendre cette souffrance et la banalise. Ici, c'est la police, par exemple, qui ne comprend pas sa situation, vraiment. À travers cette description de situation, c'est aussi la mise en perspective de la responsabilité de chacun qui est montrée, qui est démontrée ici. Donc cette Cécilia, elle cherche avec toute son intelligence d'avocate, donc quelqu'un habitué à aider les victimes, à supporter cette situation le plus longtemps possible, car briser ce couple, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est briser son rêve. Et n'est-ce pas ce qui est le plus difficile de briser les rêves ? Car il y a ses modèles de vie, donc ses parents, l'amour qu'elle a toujours vu entre eux, celui de son enfance heureuse, et donc la réussite professionnelle. Donc elle n'a aucun moyen pour sortir de ce problème et de ce qui se passe dans sa vie à elle. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire ? Eh bien, elle va chercher des aides à l'extérieur, et la première aide qu'elle va trouver, eh bien, c'est en s'achetant une robe. Donc, je vais vous lire cet extrait que je le trouve absolument admirable. Elle était vert pâle, tirant sur l'acide, avec 2 bretelles fines et un profond décolleté dans le dos. Fluide, aérienne, longue, très longue, une robe de rêve. Je l'avais aperçue au mois de mars dans une vitrine sur le chemin du bureau et j'en étais tombée amoureuse. Ensuite, je n'y avais plus pensé. Puis un soir de juin, alors que je rentrais tôt et que la boutique était encore ouverte, j'y suis entrée et je l'ai essayée. C'était une robe d'été pour d'interminables soirées au bord de la mer, pour des verres pris au coucher du soleil dans un port de Grèce, pour flâner dans les dunes, pour des dîners entre amis qui ne finissent jamais. Je tournoyais sur moi-même devant la glace du magasin. J'avais retrouvé ma silhouette d'avant Paloma. La robe m'allait bien, la matière était indéfinissable, souple, ondoyante, et une sorte de soie changeante qui ruisselait sur mon corps sans le dévoiler. C'était une robe couleur du temps, un cours d'eau vive, je l'ai achetée. Bien sûr, on imagine bien que la réaction de son mari sera de
dénigrer cette belle robe, hein, de la trouver tout à fait inadaptée à son corps, parce que dans l'emprise, il y a aussi cette critique systématique de ce qu'elle est physiquement, alors qu'elle devrait être toujours ce modèle. La robe, c'est un symbole qui est très fort aussi. Et puis, une deuxième aide qu'elle trouve, c'est au café. Ce café où elle va avoir ce refuge avec un personnage très attachant qui va l'aider tant qu'elle pourra l'aider. Alors elle a énormément de mal à se confier aux gens très proches d'elle, mais par contre elle rencontre une femme au café qui est un peu anodine, enfin un petit peu qui est juste une oreille qui écoute, et là elle va trouver la personne qui lui, je ne sais pas, qui l'inspire et qui lui convient parfaitement parce qu'elle est extrêmement neutre, extrêmement solide. Et donc, elle commence à raconter sa vie à cette femme. Et aussi, elle a un client qui est un voyou qu'elle défend. Mais qui perçoit des choses d'elle, qui a une sorte de sixième sens. Et il arrive à la déstabiliser un peu en lui disant mais je trouve que vous n'avez pas l'air en forme, et lui arrive à ouvrir une brèche en fait. Et entre ces deux personnages qui sont des personnages secondaires mais qui finalement sont très importants, c'est un peu grâce à eux qu'elle va arriver à se sortir de cette situation. Oui. Alors ce deuxième personnage, ce client qu'elle a, qui est un voyou, c'est intéressant parce que c'est un usurpateur d'identité en fait, cette personne-là. Et donc là aussi, on retrouve la question du vrai et du faux, qui hante complètement cette Cecilia pendant tout le livre. Qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que ce que je perçois est vrai? Est-ce que je ressens est vrai? Ou est-ce qu'au contraire, ce n'est pas normal? Est-ce que ça doit exister ou pas? Donc, il y a cette hantise permanente. En fait, à travers ça, vous montrez le pouvoir des mots aussi dans cet échange. Ouais, absolument. Et mais ici, Cecilia, elle arrive à ne pas tomber. C'est une héroïne, hein, dans ce sens-là. Elle s'accroche, elle s'accroche à sa vie, à cette histoire comme une espèce de désespérée. Enfin, en fait, c'est ce qu'elle connaît, donc elle s'y accroche. Elle connaissait pas cette violence au départ. Finalement, elle s'y est habituée, et maintenant, elle peut plus s'en détacher. C'est vraiment une drogue, quoi. Ouais. Absolument. Alors le fait que ce livre soit traduit en italien, donc depuis quelque temps, est-ce que ça vous permettra de délivrer un message particulier ici en Italie? Mais malheureusement, je crois que le message, il est un peu universel. C'est ce fléau qui est la violence conjugale, et je crois que aucune civilisation, aucune culture n'est à l'abri de ce fléau. Alors on en a beaucoup parlé depuis quelques années, et il y a beaucoup il y a le phénomène MeToo, etc. Et je crois qu'il y a de plus en plus de femmes qui dénoncent, qui ont le courage d'aller dénoncer ce qui se passe chez elles. Mais je crois qu'on n'en verra pas malheureusement la fin. Très vite, ouais. Vite, oui. Est-ce que vous souhaitez nous lire un extrait que vous aimez en particulier? Non. Enfin, non, non, parce qu'on a déjà parlé du passage de la gifle, donc c'était le seul que j'avais gardé comme espèce de point de rupture. Enfin, il y a bien sûr eu des annonces de cette violence mais quand même, la gifle est un point une scène elle dit qu'elle ne l'oubliera jamais, mais en fait, elle l'oublie très vite. Ça repart dans les replis de son cerveau sans faire bouger quoi que ce soit. Très bien. Peut-être que vous-même volete leggere qualcosa? No? Sì, io leggerei un'ultima parte, come ci eravamo dette, e spero che tutti capirete se parlo in italiano,
e mi dispiace interrompere questo bellissimo flusso in francese molto musicale con questa lingua che evidentemente non lo è, ma se posso spendere una parola da poter dire, io ho riletto questo libro per prepararmi a questo incontro in questi giorni e non so se, come saprete, penso questi giorni c'è stato un femminicidio tremendo in Italia, quindi è stato molto toccante rileggere questo libro e rendermi conto che nonostante poi il libro abbia qualche anno, questo tema non muore mai, no. Purtroppo non muore mai, è estremamente attuale. E infatti il pezzo che vado a leggere adesso in italiano lo trovo molto importante perché è un passaggio in cui la protagonista fa un tentativo di andare in un'associazione dove appunto si condivide questo malessere, questo problema della violenza coniugale che molto spesso non viene denunciato, e subisce una discriminazione o comunque si sente discriminata all'interno di un contesto che invece dovrebbe essere accogliente. Perché lei viene da una classe sociale più alta di donne maltrattate, quindi in qualche modo si sente diversa. E mi ha colpito molto questo passaggio che adesso appunto leggerò, proprio perché in realtà la violenza domestica, la violenza di genere, i femminicidi non guardano la classe sociale, non guardano le differenze, non guardano l'istruzione, guardano solo purtroppo il sesso che è quello delle donne. Quindi ecco, ho trovato molto, molto toccante questo passaggio, spero di riuscire a trasmettere la bellezza e l'importanza di queste parole in un libro che poi in realtà, ecco, colgo l'occasione per farti i complimenti perché come in altri tuoi libri tu parli di vite umane e di avvenimenti umani con una leggerezza che è spiazzante, perché anche in questo libro qui rappresenti un dramma enorme ma con una levità immensa, quindi questo credo sia veramente un talento e noi siamo molto fieri di portarlo in Italia, di tradurti, di avere il nostro pubblico che legge i tuoi libri, che li ama, che torna alle fiere, che li compra, quindi davvero colgo l'occasione per complimentarmi. Leggo questo pezzettino. Sì. Allora, ho ritrovato il nome dell'associazione sul fogliettino che mi aveva dato Nicole ormai un bel po' di tempo fa. Mi sono recata nel quartiere Saint-Cernin. Mi fermo davanti a uno stabile ordinario. In fondo alla corte si nasconde un piccolo locale con un cartello sulla porta. È qui. Procedo molto lentamente in questo progetto di separazione, quasi a tastoni, con un terribile senso di colpa, quello di agire contro Abel a sua insaputa. Cerco di capire, vorrei sapermi difendere da lui, avere argomentazioni solide per non cedere quando gli annuncerò la mia decisione. Busso, entro, una stanza dipinta di un rosa fucsia abbagliante che suppongo dovrebbe tirare sul morale. Due donne di una certa età sedute a un tavolo parlano fra di loro e riordinano delle carte. Ci sono una dozzina di sedie disposte in cerchio. Sono arrivata molto in anticipo. Le due donne si zittiscono appena si accorgono di me e mi osservano. Le mie scarpe col tacco, la giacca, la sciarpa, la borsetta. Tutto viene passato in rivista. Il mio sorriso forzato, di persona ben educata. Non si lasciano ingannare. Un altro caso difficile. Per poco. Non faccio il dietrofront. Certo, avrei dovuto ripassare da casa e cambiarmi. Chi può credere che una borghese come me, col mio stipendio, abbia bisogno di questo genere di aiuto? La vergogna, l'imbarazzo, le mie mani iniziano a tremare, mi si attorciglia lo stomaco. Penso forte alle mie bambine, il loro profumo sul collo, i capelli fini, le piccole pieghe sotto il gomito, le risa quando una di loro fa la matta. Il modo in cui la più grande protegge la piccola, come le spiega tutto articolando le parole in maniera esagerata. E come la piccola guarda la sorella più grande, beata d'ammirazione. Penso a come si addormentano, appiccicate una contro l'altra, nello stesso lettino, impossibile farle dormire in un altro modo, e respiro con calma. Non saranno mai sole, l'una con l'altra. La cura che Paloma ha di sua sorella, come per rassicurarmi. Non ti preoccupare per noi, mamma, mi occupo io di lei, di noi due. Non penseremo su di te, sappiamo essere leggere.
Che infanzia sto imponendo a queste bambine? Perché si sentano in dovere di rassicurarmi continuamente? Collane di carezze e parole dolci, parole che allontanino la paura, riempiano i vuoti e trasmettano la forza e la voglia di vivere. Ecco come dovrebbe essere il loro quotidiano. Ed ecco perché sono venuta qui, in questa sala riunioni squallida, in mezzo a sconosciute che mi studiano curiose, man mano che le sedie si riempiono. Le partecipanti sembrano tutte conoscersi, mi fissano, io, la nuova, osservano le mie scarpe, il mio orologio. Sono stata amata, desiderata, protetta. Ho un lavoro, ho dei genitori e dei figli in buona salute. Sono fin troppo privilegiata. Tutte queste donne hanno in comune storie di una violenza inaudita. Lo si legge nei loro sguardi spauriti, nei loro gesti, nelle parole incerte. Tutto è segnato dal sigillo dell'abbandono, del lutto, della disoccupazione, della brutalità, della vergogna. Fra queste quattro mura regna una concentrazione di miseria quasi irrespirabile. La mia presenza qui è indecente, non ho nessuna legittimità, nessuna credibilità, non ho niente a che vedere con le altre. Tuttavia, sì, qualcosa ci accomuna, la paura. Non ci sono più donne forti o deboli, una volta nude siamo tutte dalla stessa parte. Alors, je vais peut-être terminer sur quelques mots. Je vais vous citer. Par rapport aux mots, justement. On écrit pour mieux vivre, hein, pour mieux comprendre, mieux supporter la vie, mais aussi pour la décrypter, la détrousser, fouiller ses moindres replis, ne rien perdre de l'extraordinaire éventail de sensations qu'elle propose. On écrit pour l'éclairage que l'écriture donne. Et c'est ce que vous avez particulièrement réussi dans ce livre, et nous vous en remercions. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pensez-vous que le meurtre en fait, de Marie Trintignant par le chanteur Bernard Cantat a été une sorte de déflagration dans la population? Ce qu'on appelait jadis le crime passionnel, qu'on a tous entendu, toujours chez les autres, dans la campagne, ailleurs. C'est-à-dire que là, effectivement, c'était des personnes connues et un milieu de cinéma avec des gens qui sont privilégiés, des gens en vue. Et comme on en a beaucoup parlé, c'est vrai, il y a eu un... Oui, je pense que ça a dû... Et puis il y a eu des livres, Nadine Trintignant a écrit un livre sur sa fille. Je pense que ça a beaucoup contribué. Et moi, je trouve ça sidérant que jusqu'à il y a si peu de temps, les crimes comme ça soient considérés comme passionnels et il y avait 3 ans d'emprisonnement, enfin quelque chose comme ça. C'était absolument incroyable. Et ouais. C'est ce que je ressens à la lecture de différents passages, c'est plus la description du profil du parfait pervers narcissique qui a une emprise sur une personne qui a quand même une faille au fond d'elle, parce que pour pouvoir être la proie d'un pervers narcissique, il faut avoir le profil. Oui, alors c'est un peu c'est pas simple parce que justement elle doit avoir une faille cachée, mais en apparence elle n'en a pas. Et moi, ce que j'ai lu dans les témoignages, et j'en ai lu beaucoup, c'est que pour un pervers narcissique, c'est un défi de plus de s'attaquer à quelqu'un qui est comme ça très ancré dans la vie, qui a un métier, qui a une famille, qui paraît extrêmement solide, parce que justement il va découvrir, mais oui, il a créé la faille. Ouais. Non, mais vous avez raison, c'est ça, il crée la faille. Ouais, c'est possible. Ouais. Mais je racontais à propos de cette culpabilité que nous avons toutes les femmes, enfin heureusement à des degrés différents. Je racontais une anecdote à Hélène tout à l'heure, c'est que j'ai une amie qui a une voisine de palier et dans cet appartement en face il y avait des scènes et on a fait venir la police plusieurs fois et puis l'homme est parti puis il est revenu. Et puis finalement, il a été emmené par la police parce qu'il avait démoli la porte cochère de l'immeuble et la police a dit que maintenant ça suffisait.
Et cette femme qui depuis 5 ans était maltraitée, la seule chose qu'elle se soit dite, qu'elle ait pensé, elle s'est dit mais il n'a même pas dîné. C'est-à-dire qu'elle se sentait coupable de ne pas lui avoir donné à manger. Donc c'est absolument incroyable. En 2023, avec tout ce dont on entend parler. Donc je pense qu'on a un travail incroyable. Et oui, et une autre chose que je pourrais raconter là-dessus, c'est que mon manuscrit, quand je l'ai terminé, je l'ai montré à plusieurs éditeurs. Mon éditeur précédent était décédé. Et il y a 2 personnes de maisons d'édition très connues sur la place de Paris, un homme et une femme qui ne se connaissaient pas, et qui m'ont dit « mais votre histoire n'est pas crédible. Votre histoire n'est pas crédible, ça ne marche pas, aucune femme ne supporterait ça. » Alors, je les regardais, enfin l'un après l'autre, c'était pas au même moment, on déjeunait dans un bistrot, et j'avais envie de leur dire « mais vous avez lu les journaux, vous écoutez les nouvelles ?» Ah non, c'est pas crédible. La dame disait, moi, je ne supporterai pas. Et le monsieur disait, non, une femme ne supporte pas ça. Et là aussi, je me suis dit, mais on a un travail incroyable à faire. Des éditeurs parisiens d'un milieu privilégié, cultivé, et qui réagissent comme ça, c'est incroyable. Surtout que cette forme d'emprise peut exister ailleurs que dans le mariage. Bien sûr, dans l'amitié, dans le travail, je pense qu'on a tous connu plus ou moins, on peut avoir un rapport d'amitié qui est un petit peu comme ça, un peu avec une forme d'emprise. Donc non, bien sûr que ça existe. Ouais. En écho au livre, il y a un film qui est sorti au Festival de Cannes et qui s'appelle L'amour et les forêts. Ah oui, je sais. Quand je l'ai vu, je me suis dit, mais ça correspond au livre La Malentendue. Ouais. C'est exactement, bon, c'est un livre qu'on pourrait en faire un film, mais La Malentendue, enfin, j'ai tout de suite pensé à ton livre. Oui, c'est un François Reynard. Il y a Melville Poupeau, qui est le compagnon de Chiara Mastroianni, et Elvira, ils incarnent cette lente dégradation, et c'est aussi l'emprise de cet homme sur cette femme. La fin est différente, peut-être parce que c'est une femme plus jeune, et que la femme dans le roman est peut-être un peu plus mûre, et elle n'a peut-être pas l'arme pour partir. Ouais. Mais je vous recommande le film L'amour et les forêts. Il est formidable. Et les 2 acteurs sont merveilleux, vraiment. Alors, La Malentendue va être traduit en turc. Et une petite maison d'édition turque qui a acheté les droits. Et ça va être très intéressant de voir comment ça va être accepté en Turquie, où les droits de la femme ne sont pas tellement respectés. Oui, on a aussi l'impression que c'est un problème séculaire. Oui, complètement séculaire. Mais il y a aussi, parfois on a l'impression, on va dire le 19e, la femme n'existait pas, etc. Il y a aussi au 19e, George Sand. Oui, bien sûr. Il y a au 17e, les femmes savantes. Pour moi, les femmes savantes, c'était celles qui ne voulaient plus dépendre d'un père, d'un mari, d'un frère, qui voulaient gérer elles-mêmes leurs biens, qui ne voulaient pas accoucher chaque année au péril de leur vie, etc. quoi. Non, mais il y a toujours eu des cas particuliers. Oui. Mais c'était des cas vraiment particuliers et on peut penser aussi que, je ne sais pas, dans les provinces, en Bourgogne, où les femmes n'avaient pas le droit d'être assises à table, mais elles pouvaient aussi servir les bons morceaux à qui elles voulaient et la vieille carne à qui elles voulaient. Il y avait des petites vengeances. Volevo dire una cosa, o in italiano ou avec mon pauvre français, je peux essayer. Donc, de ce que j'ai compris, c'est un message négatif du point de vue des remèdes qui peut, si je bien compris, c'est parce que c'est bien une synthèse dans la présentation de ce livre. Tu dis,
Je refuse qu'on me mette dans cette boîte, celle des victimes. Je n'aime pas les victimes, je n'aime que les héroïnes. Mais ce sont des héroïnes qui subissent à la fin, qui ne réagissent pas. Ah ben elle réagit, pardon. Elle réagit à la fin. Si vous lisez le livre, vous allez voir comment non, elle je n'ai pas réagit. lu Oui, le livre. oui, J'ai oui. écouté un peu le Oui, message, oui. et peut-être j'ai perdu de mots. Non, mais on n'a pas dit la fin exprès. Parce que, ouais. Je viens de signer aujourd'hui, même aujourd'hui, je viens de signer un appel qui a rejoint les 500 000 signatures. Ce sont de relais d'Internet pour la punition en Italie du féminicide. Ah. Pour renforcer. Donc la défense contre ces phénomènes terribles est encore au début. Oui, au début. Dans le livre, je raconte que Cecilia va porter plainte à la police, mais ce n'est qu'au bout de la 3e fois qu'elle est accueillie par quelqu'un qui l'écoute. Parce que les autres n'ont pas le temps, les autres... Mais finalement, elle y arrive. Enfin, le message... Oui. Le message... Ça m'est arrivé une fois, de voir personnellement. La police a été appelée, ils sont venus immédiatement. C'est qu'ils n'arrivent pas ici encore. Ah oui. Et ça, c'est un déterrant. Ouais. C'est un déterrant. Je ne sais pas si c'est un déterrant important, mais ici, si vous les appelez, ils n'arrivent pas. Ah oui. C'est rare. Oui, il y a beaucoup d'anecdotes que j'ai lues. C'est intéressant ce que vous avez dit sur l'Espagne. Oui. C'est incroyable. Le phénomène a diminué. Comment? En Espagne, le phénomène a diminué. Beaucoup diminué. Oui, beaucoup. Ouais. Beaucoup. Ouais. Parce que je pense aussi que. Ouais. Je pense aussi que les hommes violents ont. D'abord, il y a eu une plus grande écoute de la part des gens en général, des services sociaux. Je pense qu'aussi peut-être que les hommes qui ont des tendances violentes je ne sais pas, ont eu peur un peu. Ont eu peur. Et alors qu'avant, on savait que c'était pas puni, donc. Non, la punition n'a jamais empêché personne de tuer quelqu'un. Non, c'est vrai. Quand il y avait la peine de mort, il y avait autant d'assassinats que maintenant. Ouais. Il y en avait plus encore. Ils n'avaient pas peur. Les hommes violents, ils ont peur de rien. Bon, enfin, la dénonciation, disons que si on. Enfin. Si on fait rien. Si on fait rien, on fait rien et on bouge pas. Ouais. Mais peut-être pourrait-on même rapprocher ça de l'inceste. Oui, dans le même. C'est aussi une chose normalisée dans certaines familles, oui, bien sûr. Ouais. Et qu'il faut dénoncer à tout prix. Mais il faut dénoncer, mais c'est très très difficile. Moi, j'ai eu une amie qui se plaignait de son compagnon c'était avant que j'écrive le livre. Mais j'étais déjà très sensible au sujet et je ne la croyais pas. Et maintenant, j'y pense encore en me disant mais comment est-ce que je ne l'ai pas cru? Il valait mieux approfondir le sujet avec elle au lieu de tout de suite penser qu'elle était folle. Donc moi j'ai eu aussi j'étais aussi dans ce déni. Ouais. Bon, moi je vous propose maintenant le petit verre de l'amitié pour essayer de se remettre de toutes nos émotions. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Merci Régine, qui a tout orchestré. Merci Hélène de cette lecture très profonde. Et merci Gaïa de cette lecture très italienne. È stato facile.